Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mars. Comme chaque mois, je vais vous présenter les nouveautés que rejoint ma Mangatech ainsi que les fan-séries qu'il y a eu pour ma part. Au mois de mars, j'ai reçu 3 services presse, j'ai commencé 9 nouvelles séries, sachant que sur ces 9 séries, il y a tout de même quelques one-shots et des séries terminées, et j'ai eu 7 fan-séries, ce qui est plutôt pas mal. Mais avant de vous parler de tout ça, je tenais à faire une rapide parenthèse concernant les nouveautés du mois d'avril, puisqu'aujourd'hui on est tout de même le vendredi 21 avril, jour où je tourne ce book haul du mois de mars. Tout va bien, je ne suis absolument pas en retard et je n'ai pas du tout envie d'attendre de vous tourner le book haul du mois d'avril qui très clairement à ce rythme là sera mimé sur ma chaîne pour vous parler d'au moins une nouveauté de ce mois d'avril qui très clairement est un immense coup de cœur, probablement le plus gros coup de cœur que j'ai eu jusque là en 2017. Il s'agit du premier tome de To Your Eternity, une nouveauté de chez Pika Édition. Alors celui-là, je l'ai acheté hier et je l'ai lu hier soir dans la foulée, ce que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Vous êtes nombreux à chaque fois que je poste une photo de mes achats de la semaine à me demander, mais genre même pas 2 heures après, qu'est-ce que je pense de tel ou tel manga qui est sur la photo. Et je vous réponds systématiquement que je ne l'ai pas lu parce que de 1, je viens de l'acheter et je viens de rentrer chez moi. Et de 2, je ne lis pas en semaine. Mes lectures manga que je vous présente, les 3/4 du temps, je les lis le week-end et je vous les présente du coup le week-end. Puisqu'en semaine, je suis systématiquement fracassée de mes journées et je n'ai pas du tout la tête à lire quoi que ce soit le soir. J'ai fait une petite exception avec ce titre-là, tout simplement parce qu'il me faisait trop envie. Ça fait un petit moment que je le vois commencer à défiler sur quelques chaînes YouTube, sur quelques blogs et je me dis bon ok, on va pas trop attendre pour le lire histoire de pas se faire spoiler et sincèrement je m'attendais pas à une telle claque. Donc autant vous dire ça sera le sujet de ma prochaine vidéo, une petite vidéo coup de cœur, découverte manga, je ne sais pas encore comment je vais appeler ça mais je ne peux pas attendre le book haul du mois d'avril pour vous en parler, clairement pas parce que c'est une petite pépite et je vous recommande ce manga à 2000%, avant même de vous le présenter je vous le recommande à 2000% si jamais vous le voyez en rayon et que vous vous demandez si ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. La seconde nouveauté du mois d'avril que j'ai acheté mais que je n'ai par contre toujours pas lu, ça sera je pense ma lecture de demain matin dans le train. Il s'agit du premier tome de Man in the Window qui est une nouveauté de chez Kiyun Édition et celui-ci j'ai un petit peu hésité à l'acheter tout simplement parce qu'il y a eu trop de tapage médiatique dessus. Kiyun fait énormément de tapage médiatique pour ses séries. Ces derniers mois je trouve que c'est devenu assez critique. J'ai tendance à trouver ça bien que les éditeurs veuillent vendre leur série, c'est normal, une série ça coûte de l'argent pour la licencier, pour l'imprimer, tout ce que tu veux. Mais ça m'agace un petit peu quand ils matraquent un petit peu trop leurs titres partout. Ça a tendance à faire l'effet inverse avec moi, c'est-à-dire que ça me refroidit complètement et ça ne me donne absolument pas envie de découvrir le titre. Même si le titre est génial, je préfère passer à côté tellement j'ai eu une overdose avant même d'avoir le bouquin dans les mains. Et ça me rassure un petit peu, c'est que j'ai eu des commentaires dans ce sens-là de certains abonnés qui me disent qu'ils n'ont pas commencé telle ou telle nouveauté parce qu'ils le voient absolument partout et que ça commence complètement à les saouler. Pour ce titre-là, j'ai fait une exception tout simplement parce que déjà c'est une petite série en 3 tomes donc je prends pas trop de risques et en plus le synopsis avait l'air quand même franchement sympathique. Peut-être pas hyper original de fou parce que le style un peu voyage dans le temps, tout ça, c'est un truc qu'on a déjà vu, mais c'est tout de même pas mal. Donc je crois qu'il y a un extrait, s'il y a des extraits de toute manière, je vous mets tout dans la barre d'infos, donc allez checker la barre d'infos au cas où. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo présentation au sujet de ce premier tome ou si vous préférez juste le voir dans le book haul du mois d'avril. Petite parenthèse mois d'avril refermée, on retourne dans le passé, on retourne au mois de mars avec les mangas qui sont parus ou pas au mois de mars. Je vais commencer avec les services presse. Comme je vous le disais, j'en ai reçu 3 et pour l'instant sur les 3 j'en ai lu et présenté 2. Donc ceux que j'ai lu et présentés c'est ceux que m'ont envoyé les éditions Komiku. Il s'agit dans un premier temps du tome 1 de L'Enfant et le Maudit de Nagabe et dans un second temps des tomes 1 et 2 de La Petite Fille aux Allumettes de Sanami Suzuki. Ces 2 titres-là, je vous les ai présentés à la fin d'épisodes de lectures en cours. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous aimez bien. Je crois que je vous avez déjà posé la question, mais n'hésitez pas à me le redire en commentaire de cette vidéo. Si vous aimez bien de temps en temps, quand je vous ferai des épisodes de lectures en cours un petit peu plus courts que ce que je vais faire prochainement, si vous appréciez de voir à la fin d'un petit épisode des lectures en cours une nouveauté manga, qu'elle soit ou pas en partenariat.
lire. Après, c'est pas du tout là la question, mais si vous appréciez ce genre de vidéos, ou si vous préférez voir les nouveautés dans des vidéos à part, ou simplement dans les book hauls du mois. En attendant, je vous mets les liens des 2 vidéos dans lesquelles vous pouvez retrouver ces titres-là dans la barre d'infos, si jamais vous ne les avez pas vus et qu'un avis au sujet de ces séries vous intéresse. Le dernier titre que j'ai reçu en service presse, c'est de la part des éditions Black Box. Je ne l'ai toujours pas lu, je n'ai pas du tout trouvé le temps de le lire, mais je tiens à dire que ce sera probablement pas le prochain titre de chez Black Box que je vais présenter sur ma chaîne. Je ne sais pas encore lequel au juste je vais présenter, mais je ne pense pas que ce sera celui-là. Il s'agit des 3 premiers tomes de l'école impudique de Gonagai. Donc c'est assez lourd. Voici le premier tome, le second tome et le 3e tome. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas du tout eu le temps de me consacrer à ce début de série. C'est une petite série en 6 tomes il me semble, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. J'en ai terminé avec les partenariats, je passe à présent aux nouveautés du mois de mars qui vont se diviser en 2 catégories. Dans un premier temps, les mangas qui sont des nouveautés du mois de mars, et dans un second temps, des mangas qui sont des nouveautés dans ma mangatech mais qui ne sont pas parus au mois de mars. Je commence avec les titres qui sont bien des nouveautés du mois de mars si vous avez bien suivi. Le premier d'entre eux, eh bien je ne l'ai absolument pas lu, il faudrait au moins que j'arrive à dégager 2 heures de mon temps pour le lire, puisqu'on ne se rend peut-être pas compte, mais c'est un sacré pavé. Il s'agit du premier tome de la Perfect Edition de The Ghost in the Shell de Shiro Masamune, publié chez Glénat dans leur collection Seinen. Il s'agit d'un Seinen de genre, tenez-vous bien, action, méca, police, psychologique, science-fiction, qui est terminé en 3 tomes. Le second tome est annoncé pour le 7 juin et le 3e et dernier tome pour le 6 septembre. Je n'ai malheureusement pas trouvé le temps de me plonger dans la lecture de ce gros pavé. Je sais qu'on ne s'en rend peut-être pas compte à la caméra, surtout si vous n'avez jamais eu ce tome entre vos mains, mais vraiment il faut, je pense, 2 bonnes heures pour le lire et pour ne rien louper. C'est un univers qui est quand même assez complexe. En revanche, j'ai trouvé un petit peu de temps pour acheter et pour visionner le film. Et j'avais dans l'idée, à la base, mais je vous rassure, l'idée est partie bien loin depuis tout ce temps-là, de vous faire une vidéo présentation où je comparerai le manga avec le film, avec la version live, c'est-à-dire le film américain qui est en ce moment, je pense, encore au cinéma avec Scarlett Johansson. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup trop d'échos négatifs au sujet de ce film. J'ai vu beaucoup trop de chroniques vidéo au sujet de ce film. Alors pas spécialement des gens qui font des présentations de manga. J'ai vu la vidéo du chef otaku, mais j'ai vu également par exemple la vidéo qu'a fait le Fossoyeur au sujet du film Ghost in the Shell, et sincèrement tout le monde a l'air de se rejoindre sur les mêmes points et ça me donne absolument pas envie d'aller voir le film au cinéma, de dépenser 10-12 € pour aller voir un film qui va au final, je pense, ne pas me plaire. Ce film là, c'est un immense coup de cœur. Je ne m'attendais pas à accrocher autant. J'ai adoré les musiques, j'ai adoré les plans qui sont parfois fixes pendant quelques secondes. On peut se dire ça a bugué, non, ça n'a pas bugué, mais ça va super bien dans l'ambiance. Il y a des plans de la ville qui sont vraiment sublimes. L'histoire en elle-même est assez complexe et je ne vais de toute manière pas du tout me lancer dans un résumé de The Ghost in the Shell. Je vous invite à aller, je sais pas, sur internet et à chercher un résumé, que ce soit du manga ou du film ou quoi que ce soit. Quand ils disent qu'il s'agit d'un monument de la science-fiction cyberpunk, je suis complètement d'accord parce que on se rend compte que ça a servi de base pour des tas et des tas d'autres films comme entre autres Matrix. Ça, je vous le recommande à 2000%. Moi, j'ai pris la version toute simple. La Fnac, à la Fnac, il y avait plein de versions, Blu-ray, DVD, hyper collector, coffret, machin, tout ce que vous voulez. J'ai pris la version toute simple à 12 €, c'est suffisant pour découvrir le film en VOSTFR. Je tiens à le dire, je ne l'ai pas tenté en français et le film vaut le détour. Je ne peux pas vous dire ce que vaut le manga. Je l'ai quand même un petit peu feuilleté. J'ai lu le début et je l'ai feuilleté jusqu'à la fin et ça a l'air de bien respecter le film. Voilà, c'est tout ce que je tiens à vous dire. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne un petit peu niveau dessin parce que vraiment, Glénat, j'allais dire, oui, Glénat, gros bug, a fait un travail de fou avec cette réédition. Alors après, il y en a qui ont crié au scandale du fait que justement il s'agisse d'une version qui est censurée. Mais moi, vu que j'ai pas lu la précédente version, je peux pas vous dire en quoi c'est choquant, en quoi c'est censuré. Il y a quand même pas mal de pages couleurs et vraiment le papier est de très très bonne qualité. Je vous montre un peu ce que ça donne au niveau des pages en noir et blanc. Enfin, je sais pas si là vous en rendez bien compte, mais il y a énormément de texte. Sachez que le tome est vendu au prix de 14,95 €, ce qui est assez cher.
pratiquement 15 €, mais c'est tout de même assez épais et puis il y a quand même pas mal de choses et côté édition c'est franchement top. Donc il y a un extrait disponible en ligne il me semble, de toute manière n'hésitez pas comme toujours pour les book hauls à checker la barre d'infos, il y a toujours tous les liens des extraits disponibles en ligne s'il y en a et des vidéos auxquelles je fais référence bien évidemment. On passe à présent à complètement autre chose avec le premier tome de Cœur de hérisson de Nao Inashi publié chez Kazé dans leur collection shoujo. Donc il s'agit d'un shoujo de genre comédie, drame, romance, school life terminé en 5 tomes. Le second tome est annoncé pour le 24 mai. Les 5 tomes de la série sont de toute manière annoncés. Il y a les dates pour tous les tomes. Il me semble que le dernier tome sortira au mois de novembre. Mais moi pour l'instant, je mets la série en pause au bout d'un seul tome. Alors vous allez me dire, ok, alors en fait c'est un immense flop. Sincèrement, je peux pas dire qu'il s'agisse d'une mauvaise lecture, que c'est nul, que c'est niais. Parce qu'en fait, c'est tout simplement un shoujo qui respecte les codes shoujo auxquels on s'attend quand on lit ce genre de titre. On s'attend à de la romance, on s'attend à une belle histoire touchante avec de l'amitié à la base qui va se transformer petit à petit en amour, à des personnages complètement stéréotypés, pardon de le dire mais ils ont rien d'original. Vraiment ça reprend tous les codes shoujo qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de titre. Donc je sais pas du tout à quoi je m'attendais d'autre parce que ça respecte parfaitement le contrat. Il y avait un petit marque-page aussi qui était trop mignon, je montre le petit marque-page, il est trop choupi. Voilà, c'est à cause de la couverture et des hérissons que j'ai complètement craqué pour ce titre. Je l'ai vu notamment sur la chaîne d'Ayame, mais j'ai dû le voir sur d'autres chaînes. Et les dessins sont pas mal. Après au niveau de l'histoire, on va faire la connaissance des deux protagonistes que vous voyez sur la couverture. Donc il y a Ozuki, qui est ce jeune homme là, qui a l'air d'être tout simplement le petit mouton noir. C'est-à-dire que le gars, tout le monde a peur de lui, tout le monde pense que c'est un bagarreur, que c'est un mauvais garçon. Parce qu'en fait, le gars, dès que tu lui tapes un peu sur l'épaule ou dès que tu le surprends, il a tendance à réagir comme un hérisson, c'est-à-dire à sortir ses épines et à s'énerver de suite. Il va rencontrer Ki, donc la jeune fille qui est là, qui elle va très vite comprendre qu'il n'est pas méchant, qu'au contraire c'est quelqu'un qui est très sympa, qui va la taquiner un peu et tout, et elle va très vite s'attacher à lui, et on s'en doute, ça va se terminer une histoire d'amour entre les deux. Ce que j'ai bien aimé dans ce titre, c'est qu'on va parler d'une part un peu de l'exclusion à l'école, du fait de... Alors il n'y a pas spécialement du harcèlement, mais c'est plutôt d'isoler quelqu'un à cause de préjugés, de rumeurs, de ce genre de choses, on va se méprendre au sujet de quelqu'un, on va le laisser dans son coin, et puis si toi tu lui parles, on va te laisser aussi dans ton coin avec lui, parce que, attends mais meuf, t'es complètement folle de parler avec un type comme ça. Et c'est une scène qui m'a un peu marquée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va faire le choix de lui parler, ça va devenir naturel, elle va aller vers lui et tout, et ses anciennes amies vont commencer à la fuir, à se dire oula, ça y est, elle commence à devenir une fille un peu rebelle. Et lui, justement, Ozuki, il se rend compte du truc, parce que la fille, pourquoi les gens m'évitent, c'est complètement neuneux. Et lui, il va s'en rendre compte, et il va faire exprès de faire genre qu'il la jette comme une merde, pour que ses amis, tiens, on croyait que t'étais comme lui, mais en fait, non, il t'a jeté, et tout. Enfin, elle se rend compte qu'elle agit mal et tout, elle essaye de faire en sorte que les autres le voient tel qu'elle le voit, mais ils ont toujours des petits préjugés et tout, parce que le gars a un comportement un peu chelou, faut bien le dire. Il a un regard un peu, il regarde les gens de façon qu'il veut bouffer tout le monde. C'est pas une mauvaise lecture. Après, je suis pas en ce moment dans ma période où j'ai trop envie de lire ça, quoi. J'en ai trop lu en fait ce genre de shoujo, et à force, tu vois venir les choses, t'es pas surpris. Après, je vais pas vous cacher que c'est mignon, que les dessins sont mignons, que les personnages sont choux. Donc voilà, pour l'instant je m'impose la série au bout d'un seul tome, donc sachez que le tome est vendu au prix de 6,75 €, qu'il y a un extrait disponible en ligne que je vous mets dans la barre d'infos. Voilà, après peut-être que j'achèterai la suite, affaire à suivre, pour l'instant je le mets en pause. Il y a une autre série par contre de chez Kazé que j'attends énormément, une série qui paraîtra au mois de mai. Il s'agit du Chant des souliers rouges. Je crois que c'est ça le titre. Vraiment ça me fait envie pour le coup. Plus je pense que ce genre de shoujo. Je passe à présent à un gros coup de cœur shoujo de ce mois de mars. Il s'agit des 2 premiers tomes de Moving Forward de Nagamu Nanaji, publié chez Akata. Donc il s'agit d'un shoujo de genre drame, harem, what the hell, romance, school life et tranche de vie, qui est terminé en 11 tomes. Le 3e tome est annoncé pour le 11 mai et le 4e tome pour le 13 juillet. Alors celui-ci, j'ai pas du tout hésité à le commencer. Moi on me dit tranche de vie, je fonce quasiment tête baissée, parce que le tranche de vie c'est vraiment le genre de manga que je préfère lire, et celui-ci ne m'a absolument pas déçu. J'ai vu qu'il y avait des avis un peu mitigés à son sujet, mais vraiment moi j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture. Donc je vous parle rapidement de l'histoire. On va découvrir l'histoire de Kuko, qui est la jeune fille que vous voyez sous la couverture.
qui est une fille qui est pétillante, qui a toujours le sourire, qui est une espèce de joie de vivre ambulante, qui est vraiment une fille hyper dynamique. Et en fait tout ça, ça cache quelque chose de triste. Alors je vais vous le dire direct, c'est pas un gros spoil puisqu'en fait vous le découvrez dès le début du tome 1, c'est qu'elle a perdu sa maman. Et elle essaye de montrer une image très positive, elle sourit, elle rigole tout le temps. On va découvrir son quotidien, donc elle vit avec son papa. Et on va découvrir son quotidien avec ses amis. Alors j'ai l'impression qu'il y a quasiment que des mecs. Donc il y a son meilleur ami, elle le cliché du meilleur ami qui est friendzoné dès le départ. Alors il est éperdument amoureux d'elle, mais il est dans la friendzone et elle ne va pas l'en sortir pour le moment, alors que le gars essaye tant bien que mal de la séduire. Il y a un autre jeune homme dont par contre elle est amoureuse, mais lui c'est l'artiste incompris. Voilà, c'est un étudiant en art et c'est le gars qui est un peu cruel avec elle, on va pas se le cacher. C'est le gars, il a envie de te dire merde, il va te dire merde, il n'y a pas de filtre. À un moment donné, ça va d'ailleurs lui faire de la peine parce que pour moi le gars à un moment donné, franchement il est méchant gratuitement avec elle et il se rend pas trop compte de l'impact de ses paroles. Et en fait son petit quotidien plus ou moins tranquille va être bouleversé par l'arrivée d'un nouveau jeune homme, alors je sais plus comment il s'appelle, qui vient donc dans leur ville, quartier, ville, je sais plus trop, dans leur école en même temps. Et lui, eh bien, c'est encore plus cash pistache, puisque lui, c'est... Pourquoi tu souris tout le temps? Mais c'était bête de sourire tout le temps. C'était pas sincère. Si tu veux montrer une autre émotion, si tu veux pleurer, si tu veux crier, si tu veux t'énerver, fais-le. Et en fait, il voit derrière le masque, il voit derrière ce visage qui finalement est faux, parce qu'elle essaye de montrer tout le temps de la rigolade, de la bonne humeur. Mais sincèrement, il y a des moments, bah voilà, t'as perdu ta maman, enfin, j'imagine même pas la tristesse qui doit te bouffer au quotidien. Elle a peur de craquer devant les autres et que les autres voient qui elle est réellement derrière ce masque. Et qu'elle s'est construite finalement, parce que c'est pas du tout... c'est vrai que c'est pas naturel, quelqu'un qui va être tout le temps pète, joie de vivre et tout, non. J'ai adoré parce qu'on a, certes un peu, comme je l'ai dit, voilà, du stéréotype du genre le meilleur ami qui est friendzoné et qui est amoureux de l'héroïne depuis l'enfance. Voilà, on a le beau gosse un peu ténébreux, un peu froid, un peu cruel et un peu con, j'ai envie de vous dire, parce qu'à un moment donné, pour sortir ce qu'il sort... Voilà. L'héroïne, je l'ai bien aimée parce qu'elle n'est pas trop nunuche, justement. C'est un personnage qui a beaucoup d'imagination. Ça va se voir notamment via sa passion. Elle a une passion pour la photographie, elle tient un blog et elle poste des photos qu'elle prend du point de vue des animaux. Et je trouve ça super original. Et d'ailleurs, ça va inspirer un autre personnage qui va complètement lui piquer l'idée. Hein, pas se le cacher, le gars n'a aucune personnalité. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est un personnage qui, certes, a une apparence très fraîche, très pétillante, très... rien de matin, tu peux m'insulter physiquement ou quoi, tout va bien, moi je le prends bien, je m'énerve un peu mais tout va bien, ça me passe au-dessus. Et on se rend compte qu'il y a une réelle fragilité, qu'il y a un personnage qui a beaucoup souffert tout simplement et qui souffre encore au quotidien. Et ça, voilà, c'est tout simplement un manga qui m'a touchée. Je dirais pas où j'ai forcément larmes et tout, mais quand même je trouvais ça super touchant et parfois dur pour le personnage principal. Il y a un petit peu d'humour, pas trop non plus, mais tout de même pas mal d'humour. Et il y a un truc par contre, je préfère prévenir, qui peut déranger, je sais que ça a dérangé certaines personnes, c'est que les personnages, sauf le nouveau personnage qui s'incruste à tout ça, ont une manière de parler un petit peu bizarre et on peut penser que c'est un choix de traduction d'Akata qui est complètement foireux, alors que ce n'est vraiment pas le cas. En fait, c'est une volonté de l'auteur à la base et du coup c'est une volonté de l'éditeur français de reprendre ce qu'a fait l'auteur au Japon, on est bien d'accord, de faire parler les personnages dans un espèce de patois. Et en fait ça fait bien ressortir leur côté un peu, on est à la campagne, on a notre petit patois du coin et ça fait un contraste avec les personnages qui viennent de l'extérieur et qui se disent mais c'est quoi ces pecnos, c'est quoi cette manière de parler un petit peu bizarre. Donc je préfère prévenir, c'est fait exprès ça. C'est pas Akata qui a complètement allez on se fait des traductions qui veulent plus rien dire. Non, c'est pas du tout le cas. Vous l'aurez compris, c'est un gros coup de cœur pour ces deux premiers tomes qui sont vendus au prix de 6,95 €. Il y a un extrait disponible en ligne, donc encore une fois n'hésitez pas à checker la barre d'infos si cela vous intéresse. Il me reste deux nouveautés du mois de mars à vous présenter et sincèrement c'est deux gros coups de cœur. Je commence avec le premier tome de la série, le troisième Gédéon de Taro Nogizaka. C'est publié chez Glénat dans leur collection Seinen. Donc il s'agit d'un seinen de genre action drame historique qui compte 5 tomes toujours en cours. Le tome 2 est annoncé pour le 7 juin et le tome 3 pour le 6 septembre. Sachez que les tomes sont vendus au prix de 7,60 € et qu'il y a là encore un extrait disponible en ligne. Alors Taro Nogizaka, c'est l'auteur de La Tour Fantôme et si vous me suivez depuis
un petit moment, vous savez très probablement que la Tour Fantôme, ça avait été un véritable coup de cœur dans un tout autre univers que celui du troisième Gédéon. Et du coup, je n'ai absolument pas hésité une seule seconde quand j'ai vu qu'une nouvelle série de l'auteur était publiée chez Glénat. J'ai foncé directement sans presque ne rien savoir de cette série, si ce n'est que c'était une série historique qui nous parlait de la Révolution. Je vais rapidement vous faire un topo sur l'histoire. On va faire la découverte, n'importe quoi, la connaissance de Gédéon, qui est le jeune homme que vous voyez ici, qui écrit des pamphlets, qui espère devenir député, je crois, quelque chose comme ça, qui est très impliqué dans la Révolution. Il vit avec sa fille, et pour arrondir ses fins de mois, eh bien tout simplement il va écrire des romans érotiques. Ça, il n'en est pas très fier, mais c'est la seule solution pour se faire 3 francs. Il est très ami avec Georges, avec qui il a vécu quand il était petit. Ils ont été élevés ensemble, sauf qu'un jour il s'est passé un drame vraiment horrible qui a fait que Gédéon a dû partir très loin et surtout très vite. Et du coup, il n'avait plus du tout de nouvelles de Georges, je crois que c'est Georges qui l'a retrouvé. Et Georges, lui, c'est complètement l'inverse. Le gars fait partie de la noblesse, il en a rien à foutre du petit peuple, il vit dans l'opulence, ça se ressent très bien, c'est le gars qui ne manque d'absolument rien du tout, qui est pas con pour autant parce que le gars est assez cultivé. Il a toujours cette amitié avec Gédéon, il va lui venir en aide, mais je ne sais pas combien de fois dans ce premier tome, parce que le gars se fout toujours dans des situations pas possibles. Il y a un autre personnage historique qui fait son apparition dans ce premier tome, c'est Robespierre, donc là vous situez bien le côté historique, et j'ai beaucoup aimé. C'est quand même assez violent. On est sur un titre qui est conseillé à partir de 14 ans, c'est pas aussi bizarre et violent que la Tour Fantôme, mais je tiens à dire que c'est tout de même pas tout public. Après, je me doute que c'est un titre qui attirera moins de public, je pense, que la Tour Fantôme, parce que j'ai l'impression que les mangas historiques, par défaut, ça attire un petit peu moins de peuple que les mangas genre policiers ou fantastiques. Mais sincèrement, si vous aimez les titres historiques du style Innocent, ou si vous avez aimé Les Misérables, voilà, pour se rapprocher un peu plus de la période, je pense que vous adorez le troisième Gédéon. Et si vous avez aimé la Tour Fantôme, le travail, le dessin de l'auteur, vous ne pouvez qu'adhérer à ce titre. Donc gros coup de cœur pour cette nouveauté, j'ai hâte de découvrir la suite, autant vous dire, vu la fin de ce premier tome, j'ai hâte de découvrir la suite, et absolument pas déçu de ce premier tome du troisième Gédéon. Dernier titre qui est une nouveauté du mois de mars, et là c'est probablement mon plus gros coup de cœur de ce mois de mars, c'est le premier tome de Je voudrais être tué par une lycéenne de Usamaru Furuya, publié chez Delcourt Tonkam. Il s'agit d'un seinen de genre drame, mature, psychologique, school life, qui est terminé en 2 tomes. On n'a pas la date pour la sortie du tome 2, mais apparemment il devrait sortir au mois d'octobre. What the fuck, le mois d'octobre. Usamaru Furuya, c'est l'auteur, entre autres, de Litchi Ikari Club, Je ne suis pas un homme, etc. etc. Bref, c'est un auteur qui a fait énormément de choses et qui est genre ultra connu. Et qui a fait également notre Ikari Club qu'on ne verra jamais, je pense, chez Imo parce qu'il devrait être déjà sorti et apparemment il est encore une fois repoussé. Autant vous dire, quand il y avait l'annonce de la sortie d'une autre série, une petite série de l'auteur, j'ai foncé sans hésiter. Donc Je voudrais être tué par une lycéenne, quand on voit un titre pareil, on peut se dire que c'est un manga du style un peu what the fuck, un peu rigolo, un peu comme fait Akata. Rien à voir. On est quand même sur un titre qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Il n'y a même pas marqué pour public averti, mais je tiens à dire que c'est un titre qui est conseillé à partir de 16 ans. Et c'est pas pour rien, parce que c'est tout de même assez bizarre et assez violent. Le tome est vendu au prix de 7,99 €, ce que je trouve pas trop cher vu l'épaisseur du tome. On va suivre le personnage de Haruto, qui a un fantasme un peu bizarre. Tout est dans le titre, il voudrait être tué par une lycéenne. Pas n'importe comment, c'est-à-dire que le gars a envie quand même de souffrir un petit peu, de se défendre, parce que bon, il n'a pas envie de mourir, hein, il veut pas se suicider, donc il va essayer de se défendre, mais il voudrait succomber des mains, donc si possible être étranglé ou poignardé par une lycéenne, par une belle lycéenne. Et son dévolu va se jeter sur Mao. Elle a l'air toute simple, toute gentille, toute banale hein, finalement, et en fait elle cache un secret les gars. Mais alors le truc, vous le voyez absolument pas venir. Elle est amie avec une fille qui a une maladie, alors qui est handicapée, tout simplement, qui est handicapée mentale. Je n'en dis pas plus, parce que c'est vraiment le genre de maladie, d'handicap, je sais pas trop comment dire ça, qu'on ne voit clairement pas dans les mangas. Du moins, j'avais pas vu de manga sur ce sujet-là jusque-là. On se dit, tiens, cette fille-là est bizarre. Et en fait, quand tu comprends le secret de Mao, la pire c'est Mao en fait, la pire des deux au niveau du truc bizarre et tout, c'est elle. Pour l'instant le prof ne le sait pas.
Et en fait, il s'interroge sur est-ce que c'est vraiment un fantasme et tout. Il se rend compte que c'est une espèce de... C'est pas vraiment une maladie qu'il a, mais c'est un fantasme morbide, hein, tout simplement. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout le premier chapitre, je vais essayer de vous montrer ça un petit peu. On a des phrases comme ceci qui sont les pensées du personnage principal, donc du monsieur. Et tout le premier chapitre, c'est de son point de vue à lui, où il raconte son histoire, comment au début il ne se destinait pas du tout à être prof, et en fait, vu qu'il a développé ce fantasme, il ne se voyait plus qu'être prof dans un lycée de filles pour justement trouver une lycéenne, et voilà, vous avez compris l'idée. À partir du second chapitre, c'est le personnage de Mao qui va s'exprimer, et là on va voir le point de vue de Mao avec justement elle va raconter son amitié un petit peu étrange avec sa meilleure amie qui n'est pas vraiment dans la classe, elle est obligée de faire classe dans l'infirmerie du fait de son handicap. Et bon sang les gars, ce que c'était prenant comme lecture. Ne pensez pas du tout qu'on est sur un délire super fun, délirant. On n'est pas du tout sur un truc fun, délirant, on est sur un truc qui est limite flippant. Donc c'était une excellente découverte. Je sais pas si vous l'avez vu sur beaucoup de chaînes ce titre-là. Sincèrement, j'ai l'impression que j'ai vu strictement nulle part, mais je vous le recommande à 2000% si jamais eh bien, vous ne connaissez toujours pas le travail de ce mangaka. J'en ai terminé pour les mangas qui sont parus au mois de mars. Je passe à présent à ceux qui ne sont absolument pas des nouveautés du mois de mars, mais pour lesquels j'ai tout de même craqué. Donc il y a tout d'abord une série qui n'était absolument pas dans ma wishlist, mais c'est le fait d'avoir vu une vidéo présentation de Shana à son sujet. Je vous mets la vidéo de Shana dans la barre d'infos bien évidemment. Eh bien, elle m'a complètement trop donné envie de découvrir ce titre. Il s'agit de Remonster, de Kogitsune Kanekiru et Haruyoshi Kobayakawa. C'est les noms à rallonge. C'est publié chez Ototo. Donc il s'agit d'un seinen. Je me rends compte qu'il n'y a pratiquement que du seinen dans cette vidéo. C'est complètement normal. De genre, alors là, tenez-vous bien parce que les genres, il y en a. Action, aventure, drame, fantasy, harem, mature, mystère. Voilà, avec ça tu as résumé tout le manga. Le troisième tome est paru au Japon, on n'a pas la date pour sa sortie en France, mais je crois qu'on l'aura à la fin de l'année. Il me semble qu'Ototo a annoncé qu'on l'aurait à la fin de l'année. C'était pas du tout dans ma wishlist parce qu'à la base ça parle un petit peu, ça pourrait parler un petit peu de jeux vidéo. Ça se passe pas dans un jeu vidéo, mais ça pourrait être un petit peu ce délire là, et c'est pas du tout ma cam. Vous savez que tout ce qui est Sword Art Online, Axel World, ces trucs là, je peux pas. Alors là, tout ce qui touche aux jeux vidéo, aux trucs qui se réincarnent, je peux pas du tout, mais alors pas du tout, je suis hermétique à ce genre-là. On n'est pas sur du gros coup de cœur, on n'est pas sur la série que je vais vous recommander à 2000%. Shana me l'avait super bien vendu dans sa vidéo, et je dois vous avouer que c'est plutôt pas mal. Alors on va découvrir l'histoire de ce personnage-là, qui au début est un humain lambda, je sais pas trop où ça se passe. Et en fait, il va se faire assassiner par quelqu'un qui lui est proche, on ne sait pas qui c'est encore, on ne sait pas pourquoi, et il va se réincarner dans la peau d'un gobelin. Il est dans une tribu de gobelins. Les gobelins, c'est vraiment ce qui est tout en bas de l'échelle au niveau des créatures. Et en fait, lui, il a une capacité, c'est pas un don, c'est une capacité qui lui permet en fait, à chaque fois qu'il bouffe quelqu'un ou quelque chose, il va acquérir les spécificités de cette personne ou de cet objet. C'est-à-dire qu'il va bouffer du feu, il va cracher du feu. You know what I mean? Et en fait, il va s'en servir pour évoluer très rapidement, pour devenir un gobelin de plus en plus évolué. Il va changer d'apparence à 2 reprises dans le manga. Il va faire évoluer sa petite tribu. Il va rencontrer différentes autres tribus, différents autres types. Il va rencontrer des humains, des elfes, des ours. Bref, il y a toutes sortes de créatures de ce genre-là. Et des orques aussi. Et j'ai adoré parce qu'il y a beaucoup d'humour. Et c'est le type, à chaque fois, il va tuer un animal. Des fois, il va essayer avec des objets, des trucs comme ça, de les bouffer. Et tout le monde se dit pourquoi il les bouffe. Et en fait, il va acquérir des capacités, mais genre que tu soupçonnes même pas. Et ça lui permet à chaque fois d'être de plus en plus fort. Et de plus en plus invincible d'ailleurs, et de se battre contre des gens de plus en plus puissants pour acquérir plus de force. Le tout en étant quand même assez, je trouve, contemplatif, puisqu'il n'y a pas tant d'action que ça. Il y a quand même quelques combats et tout, mais on est plus sur le gars qui va expérimenter des trucs pour petit à petit changer d'apparence, pour faire évoluer les gens avec lui. Il y en a qui évoluent un peu plus vite que d'autres. Il y a des histoires qui se créent, il n'y a pas d'histoire d'amour, un truc comme ça, c'est un peu plus primaire que ça, parce que en fait, les gobelins, c'est vraiment au ras des pâquerettes au niveau de l'intelligence. Mais j'ai bien aimé parce qu'il y a assez de moments contemplatifs, de moments combat, de moments réflexion, et c'est pas fou, hein, je vais pas vous dire oh là là, c'était la lecture du siècle, mais je suis pas du tout déçue.
Côté dessin, je suis pas hyper fan, hein, c'est pas ma cam de fou, mais je m'attendais pas à bien accrocher. Sincèrement, je pense que Shanna n'aurait pas fait de vidéo à son sujet, je me serais absolument pas penchée sur cette série. Et pourtant, voilà, j'aime bien. Donc je vous conseille vraiment ces 2 premiers tomes, sachant que bon, le 3e tome pour l'instant il n'est pas annoncé, donc ça vous laisse le temps pour compléter la série, qui sont vendus au prix de 7,99 €. Et là encore, il y a un extrait gratuit en ligne, donc je vous mettrai la vidéo de Shanna et l'extrait dans la barre d'infos. Je vais à présent vous parler d'une nouveauté manga qui n'était genre absolument pas du tout prévue au mois de mars. Il s'agit du one-shot L'apprenti geisha de Kazuo Kamimura, publié chez Kana. Donc c'est un one-shot qui est paru en 2010, hein, quand même en France, et en 1974 au Japon, qui est un seinen de genre historique social vendu au prix de 12,70 €. Alors là vous dites peut-être, mais d'où l'idée, pourquoi ça au mois de mars? Eh bien je faisais mes achats à la Fnac, je ne sais plus ce que j'ai acheté, je crois que j'ai acheté les Animaux Fantastiques à ce moment-là, ouais, aucun rapport, et je l'ai vu dans le rayon manga, mais genre tout seul, dans le rayon grand format du rayon manga de la Fnac à Marseille, et je me suis dit, punaise, mais c'est un des rares Kamimura que j'ai pas. Et Kamimura, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai pas mal d'œuvres de cet auteur que j'aime beaucoup. Ça allait parler de geisha, et j'adore tout ce qui touche au geisha. Sincèrement, Mémoire d'une geisha, ça va être un de mes films préférés. Je l'ai bouffé, je crois, dans la foulée. C'est quand même un gros pavé, il y a quand même pas mal de choses à lire, et j'ai adoré. On va découvrir l'histoire, tout simplement d'une apprentie geisha. Je cherchais le nom, derrière il n'y a pas du tout de résumé. Suivez les pas d'une apprentie geisha à la découverte d'un monde d'élégance. Voilà, en fait c'est complètement ça. On découvre l'histoire de cette toute petite, à la base elle est toute petite, toute mignonne comme ça. Elle est dans une maison de geisha, donc on voit toutes ces petites tâches au quotidien qui sont entre autres d'assister les geishas. Et petit à petit on va voir l'évolution de ce personnage qui, comme la plupart des apprentis geishas, a été vendu pour quelques centimes, voilà, parce que les parents sont pauvres, ils n'ont pas envie de nourrir une petite bouche de plus, donc ils vendent pour 3 fois rien leur fille à une maison de geisha. Donc autant vous dire qu'ils espèrent que la fille pourra se prostituer pour faire de l'argent, pour après leur donner de l'argent, enfin... Et en fait on va la voir se transformer, et à la fin elle va devenir vraiment une geisha, et à son tour elle va avoir une apprentie geisha. En gros l'histoire c'est ça. On est dans un contexte en même temps qui est cher à l'auteur, c'est le contexte de guerre au Japon. C'est pas évident tous les jours pour tout le monde, hein. Voilà, je vous montre quand même les dessins. Après j'ai envie de vous dire, Kamimura c'est une valeur sûre. Cet auteur, pour l'instant j'ai rien lu de lui, j'ai encore des œuvres dans... j'ai Lorsque nous vivions ensemble dans ma PAL et Folle Passion, que je n'ai toujours pas lu, qui sont des gros pavés, mais c'est tellement galère de les acheter que je les ai achetés dès que j'ai pu. Mais cet auteur-là, sincèrement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Au mois d'août, il me semble ce mois d'août, il y a une réédition en coffret de Lady Snowblood par Kana, toujours, parce que je crois que c'est Kana qui a toutes les œuvres de l'auteur. Et si jamais vous n'avez pas Lady Snowblood, foncez, hein, c'est ce qui a inspiré Tarantino pour Kill Bill, au cas où vous ne savez pas. Donc l'apprenti geisha, mais franchement, si vous aimez les univers, justement... de geisha, si vous aimez Mémoire d'une geisha, ce genre de choses, où on voit le côté très dur de cet univers, sans pitié pour ces femmes qui ne disposent même plus de leur propre corps, puisqu'à un moment donné, t'es plus qu'un objet entre les mains de certains hommes et de certaines femmes aussi qui vont t'exploiter. Mais c'est tellement bien dessiné, il y a tellement de poésie. Par contre, c'est à partir de 16 ans, c'est pour public averti, parce que toutes les œuvres de Kamimura, sachez que d'une part il y a de la violence, mais d'autre part il y a surtout pas mal d'érotisme. Là encore, il s'agit d'une nouveauté que je dois à Shanna. Il s'agit du one-shot L'île Panorama de Rampo Edogawa et de surtout Suehiro Maruo, publié chez Saka. Donc il s'agit d'un seinen de genre, là encore tenez-vous bien, drame fantastique, thriller, romance historique, mature, psychologique, faites-en ce que vous voulez, qui est paru en 2010 et qui est vendu au prix de 13,95 € et qui n'est absolument pas en arrêt de commercialisation, donc vous pouvez le trouver assez facilement, même si je pense que vous aurez plus de chances de l'acheter sur internet plutôt que de le voir dans les rayons d'une librairie. C'est, je pense, l'un des rares Maruo qui est assez grand public, puisqu'en fait c'est un auteur qui fait principalement de l'eroguro, et l'eroguro, je pense que tout est dit quand on dit Hiroguro, érotisme grotesque, ce n'est pas du tout public. Et là on est sur un titre qui est à partir de 16 ans tout de même. En fait les 3 derniers titres, celui d'avant, celui-là et celui d'après, c'est des titres à partir de 16 ans. Le dernier vous allez comprendre pourquoi. Dans celui-ci, il y a un peu d'érotisme, un peu de violence, et suffisamment en fait pour qu'il ne soit pas conseillé en dessous de 16 ans, mais ça reste soft. Comparé à d'autres titres de Maruo qui sont très clairement
clairement de l'Eroguro, donc si c'est un style que vous n'aimez pas, ne vous lancez pas là-dedans. Celui-ci est un petit peu plus tout public. Après, ne vous laissez pas avoir par la jolie couverture qui peut vous faire sembler qu'il s'agit d'une histoire toute belle, toute mignonne, toute contemplative. Non, hein, c'est un auteur qui fait quand même des trucs assez sombres, et là il fait une adaptation, je crois que c'est du roman de Rampo Edogawa. Je crois que c'est ça, c'est une œuvre originale, et ça c'est l'adaptation en manga. Je ne me rappelle pas du tout le nom du protagoniste, mais on s'en fout. Le gars en fait c'est un loser, hein. Il réussit pas ce qu'il veut faire dans la vie, c'est un auteur raté, il n'a pas de sous, tout ça. Dans son enfance il avait un ami qui lui ressemblait énormément physiquement. Et il va voir à la télé ou dans la presse, je sais plus, que ce type en question est mort. Et qu'en fait il avait une grosse fortune. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la place de ce type. C'est qu'il va faire en sorte que, enfin je vous raconte pas comment, mais de faire en sorte qu'en fait le gars soit pas vraiment mort, hein, qu'il se réveille d'entre les morts, et du coup bah, il récupère la fortune et compagnie. Voilà, tout ça je vous laisse découvrir parce que le gars se donne beaucoup du mal pour que ça soit crédible. Il va prendre possession d'une île et il va essayer de construire l'île paradisiaque qu'il imagine. C'est un paradis pour sa femme, alors sa femme qui bien évidemment est la femme du pauvre mec qui est décédé, on est bien d'accord, qui au début se rend pas trop compte que du coup c'est pas vraiment son mari parce que physiquement ils se ressemblent bien. L'île qu'il fantasme et qu'il va réaliser petit à petit pendant tout le manga, c'est un truc chelou, hein. Le gars a beaucoup d'imagination et là on se rend compte toutes les références au tableau qu'il peut y avoir. Il y a vraiment beaucoup de références artistiques et je vous avoue qu'elles m'ont pas toutes sauté aux yeux, mais certaines sont quand même assez flagrantes et j'ai beaucoup aimé. Après c'est du Maruo, donc c'est, je ne pense pas, un titre qui plaira à tout le monde. Et encore une fois, c'est un titre qui est conseillé à partir de 16 ans, comme le précédent et comme celui qui viendra juste après, parce que il y a, comme je l'ai dit, de l'érotisme et puis on est sur un univers qui est un peu chelou de temps en temps, hein. Les dessins sont dingues, hein, par contre. Maruo, il fait un travail de dingue. Donc j'ai beaucoup aimé. C'est pas mon préféré, je pense, jusque-là. Mais je vous le recommande parce que justement, il est un peu plus tout public, on va dire, que les autres. Et je termine côté nouveauté avec un titre qui n'est absolument pas tout public. Par contre, il s'agit des tomes 1 et 2 de Vampire, de Suihiro Maruo, publié chez Le Lézard Noir. Donc il s'agit d'un seinen de genre fantastique, horreur surnaturelle, qui est paru en 2006. Le tome 1 est vendu au prix de 19 €, le tome 2 au prix de 21 €, mais sachez que le tome 1 n'est plus commercialisé et qu'il commence à s'envoler à des prix vraiment astronomiques sur la toile. Donc sincèrement, si comme moi vous le trouvez d'occasion, mais vraiment une très bonne occasion, puisque je l'ai eu pour, je crois, quasiment son prix normal de vente, quelque chose comme ça. Je vous conseille de foncer parce que je l'ai vu à des prix qui commencent à frôler l'indécence sur plusieurs sites. Donc là on est sur une œuvre complète, hein. Tome 1 et 2. Et j'ai beaucoup aimé. On va avoir des personnages qui se transforment en vampires. Voilà, c'est le mythe du vampire revisité avec de l'érotisme grotesque. Donc interdit aux moins de 16 ans, pas tout public, très particulier, on aime, on n'aime pas, des influences un peu bizarres. Personnellement j'adore l'Eroguro, donc je ne serai pas du tout objective avec ce genre de titre, je vais vous dire mais c'est de la balle, il faut l'acheter et tout, mais je sais que pour peu qu'on soit sensible à la violence ou à l'érotisme bizarre, ce genre de choses, vous allez vous dire c'est quoi ce fou, ce mec est complètement fou. C'est quand même précisé pour public averti sur la 4ème de couverture, mais bon, merci du Maruo. Et ce gars fait quand même des planches de dingue. Donc voilà, ça c'est vraiment un titre que je recommande à tous les fans d'Eroguro. Pour vous montrer, il y a beaucoup de scènes de viol, hein. L'Eroguro, c'est rarement du sexe consenti. Ou alors c'est du sexe consenti entre deux personnes cheloues. C'est-à-dire entre deux personnes qui ont des délires. Encore que là, c'est peut-être pas le pire, mais qui ont des délires, je peux pas vous montrer ça, très bizarres. Et flippants. Donc moi j'aime beaucoup, j'essaie de compléter petit à petit ma collection des Maruo, je crois qu'il m'en manque plus beaucoup. Et voilà, ça c'était une très très bonne découverte. Après voilà, le tome 1 est très galère à trouver, le tome 2 beaucoup moins, je ne sais pas du tout pourquoi, peut-être le tirage qui n'a pas été le même pour les deux tomes. En attendant, voilà, si vous voulez compléter vos œuvres de Maruo, sachez que celui-ci vaut le détour. J'en ai terminé avec les nouveautés du mois de mars, je passe à présent aux fins de série. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, me concernant au mois de mars, il y en a eu 7, ce qui est tout de même pas mal. Je commence avec une fin de série que je vous ai déjà présentée dans une vidéo coup de cœur. Il s'agit du 8e et dernier tome de Wolfmount de Mitsui Sakuji, publié chez Kiyun. Je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo, mais je vous mets le lien de la vidéo coup de cœur dans la barre d'infos si jamais vous l'avez loupé. La seule fin de série de cette vidéo que je n'ai pas lue, il s'agit du 4e et dernier tome de Cradle of the Sea, le berceau des mers de Mei Nagano, publié chez Komiku. Donc ce titre là il est
tout bonnement dans ma palle. Il est composé, comme vous l'aurez compris, de 4 petits tomes. J'ai commencé, il me semble, à lire le tome 1 il y a un bon moment de cela, je ne sais plus trop de quoi ça parlait. Ça me semblait assez calme et je crois que c'est un moment où j'avais envie de quelque chose d'un peu plus punchy. Je le lirai à un moment tôt ou tard, donc peut-être que je vous en reparlerai à ce moment-là sur ma chaîne. Je passe à présent aux 2 derniers tomes de Count Trouble de Akinari Nao, publié chez Pika. Donc pourquoi je vous présente les 2 derniers tomes? Et bien tout simplement parce que le tome 6, je l'avais laissé dans ma palle le temps de la sortie du 7e et dernier tome pour avoir les 2 derniers tomes d'un coup à lire et une fin de série qui était vraiment excellente. Je ne ferai pas de vidéo, je pense, présentation au sujet de toute la série comme je l'avais suggéré quand j'ai commencé à lire cette série parce que je n'aurai pas grand chose de plus à vous dire. C'est une série divertissement avec énormément d'humour. La fin est pas si gaie que ça, mais j'ai beaucoup aimé la fin, c'est touchant. Et c'est surtout du fun cette série, voilà, c'est un shonen avec un triangle amoureux, c'est plus vraiment un triangle amoureux sur la fin, on comprend vraiment que c'est un couple, hein, et qui ont vraiment du mal à finir ensemble, parce qu'il se passe toujours des trucs, les dessins sont par contre dingues. Donc j'ai bien aimé, c'est vraiment le shonen qui casse pas 3 pattes à un canard. Oui, je sais, ça fait vachement longtemps que j'avais pas dit cette expression, mais je vous le recommande, voilà, si vous cherchez une petite lecture détente, puis en plus terminé en 7 tomes, donc c'est pas trop long. La fin de série qui m'aura arraché quelques larmes, il s'agit du 8e et dernier tome de la série Les Misérables de Takahiro Arai, d'après l'œuvre de Victor Hugo publiée chez Kurokawa. Pourtant je connaissais la fin des Misérables, je savais que ça se terminait pas bien. Alors oui, ça se termine pas non plus hyper mal, mais c'est triste. Franchement, il y a 2 personnages qui vont y passer dans ce dernier tome, et ces 2 personnages qui sont super importants à l'histoire, et t'es genre trop triste qu'ils meurent, tragiquement en plus. Donc j'ai adoré, c'est encore une fois hyper fidèle à l'œuvre originale. Ce dernier tome est très sombre parce que vraiment les derniers événements de l'histoire ne sont pas les plus évidents pour les personnages, mais si vous avez aimé la série, je ne pense pas que vous pouvez en être déçu sur la fin, parce que la fin est genre trop bien. Et puis voilà, encore une fois, ça respecte parfaitement l'œuvre originale avec un dessin qui était quand même fort sympathique. Donc vraiment une série que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté et que je vous recommande vivement si eh bien peut-être vous ne connaissez toujours pas Les Misérables. C'est une bonne occasion de commencer cette œuvre de Victor Hugo version manga. La fin de série pour laquelle je n'étais définitivement pas prête du tout. Il s'agit du 12e et dernier tome de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori, publié chez Kana. Donc je vous l'avais dit, cette série allait me manquer quand elle allait se terminer, ça c'était sûr. Mais cette fin, les gars, cette fin, je ne m'attendais absolument pas à ça. Je ne vous dirai pas avec qui l'héroïne termine, mais sincèrement, jusqu'au bout, tu sais pas avec qui elle va terminer. Et tu te dis, dans les 2 cas, c'est bien. Dans les 2 cas, les personnages, bon, vous saviez que j'étais Team Shishio. Plus que, comment il s'appelait, Mamura. Mais Mamura, tu te dis, bah, après le gars il est super mignon, attentionné, il a à peu près son âge et tout, ah le prof il est beau gosse, et puis il a attentionné aussi, et puis là il essaye vraiment de sortir les rames comme je disais depuis un petit moment parce qu'il se rend compte qu'il est amoureux d'elle, et elle fait son choix dans ce dernier tome, et j'étais pas prête pour le choix parce que déjà c'est ultra émouvant, tu t'attends à un truc, mais l'auteur te retourne la tête à la fin, c'est-à-dire que, ah non mais t'as cru ça, mais non. L'héroïne à la toute fin du manga, elle change d'avis. Elle change d'avis à la toute fin, pendant tout le tome tu te dis, non mais c'est mort, c'est bon, c'est foutu. Et puis non. Donc je m'attendais pas du tout à ça. Je vous le dis, hein, ça c'est une fun shoujo où je suis restée sur le cul pendant 5 minutes après l'avoir lu, je l'avais entre les mains, je savais. Alors j'achèterai le tome 13, le tome bonus, hors série, spin-off, appelez ça comme vous voulez, mais sincèrement je reste choquée par la fin de cette série, qui était géniale, hein, la fin est géniale, hein, je vais pas vous dire que la fin était pourrie, mais sincèrement, faut être prêt, faut être prêt. Au mois de mars, il y a également eu la fin de la série Assassin, le 3e et dernier tome de Hirohisa Sato, publié chez Komiku. Alors, ce 3e tome, il conclut très bien la série. J'avais un petit peu peur que 3 tomes, ça soit trop court, que les choses se passent définitivement trop vite, puisqu'en fait, dans les 2 premiers tomes, c'est ce que je vous avais déjà dit, ça se passe à une vitesse dingue, c'est une course-poursuite, une course contre la montre. Et dans ce dernier tome, tu te demandes si ça va bien se finir, plus d'une fois, parce que, vu tous les retournements de situation, vu tout ce qui capote, tu te demandes, mais au final, il y a quelqu'un qui va survivre ou il va y avoir que des morts. Et ça se termine bien, mais c'est quand même un peu triste la fin. Là, ça se termine pas sur un gros happy end de fifou. Ça se termine bien, hein, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui crève non plus. Mais tu te dis, oh, c'est un petit pincement au cœur. Donc c'était sympa. Franchement, petite série un peu policière, thriller, en 3 tomes, qui était fort sympathique, qui fait beaucoup penser, ça, d'ailleurs, il l'avait vendu comme étant une série qui faisait penser à Léon, au film Léon, de Luc Besson.
Et voilà, et franchement c'était sympa, et il y a de la violence, hein, par contre je tiens à dire, c'est pas pour public averti mais c'est quand même un petit peu violent, et puis c'était top, et puis voilà, des séries en 3 tomes réussies, il nous en faudrait un petit peu plus. Et je conclus cette vidéo avec une autre série qui vient de s'achever avec son 3e tome, et là je vous présente les tomes 2 et 3 parce que le tome 2 je l'avais laissé complètement de côté. Il s'agit des 2 derniers tomes de Pupa de Sayaka Moji, publiés là encore chez Komiku. Le premier tome, c'était un univers que j'avais adoré, qui était très particulier avec ce virus Pupa, tu savais pas d'où ça sortait, tu savais pas les origines du truc, et petit à petit ça va te bouffer les 2 protagonistes, enfin le frère et la sœur, qui ont une relation chelou, ça je l'avais dit avec le premier tome, c'est une relation où tu dis c'est pas de l'inceste mais on en est pas loin. Et tu vas découvrir qui est réellement la jeune fille, et pour les origines de Pupa, hein, tout ça qu'est-ce que c'est. Et waouh, l'auteur a quand même pas mal d'imagination et ça se tient. Pourtant moi je suis du genre à être ultra sceptique sur ces trucs là et à me dire oula c'est tiré par les cheveux, c'est ridicule, mais où l'auteur est allé chercher ça, c'est n'importe quoi. Et là j'ai envie de te dire, ça part des fois dans un truc un peu chelou, mais ça se tient et les couvertures sont dingues. Et l'univers était juste magnifique et je vais pas dire que ça se termine bien hein, parce que loin de là hein, quand même, on n'est pas du tout sur un truc qui va bien se terminer. Je vous montre un peu les pages couleurs parce que enfin, c'est vraiment au niveau du dessin et tout. Il y a une autre série de l'auteur, je sais pas si elle sortira en France, mais l'auteur fait un truc de dingue au niveau du dessin. Au niveau de l'univers, on est immergé dans cet univers qui est complètement oppressant. On est dans l'horreur. Et le père, là, que je vous montre, il est horrible le père depuis le départ. C'est le gars quand même qui frappe ses enfants, qui frappe sa femme. Il frappe sa femme à un point que la mère elle se casse, elle le laisse avec les gosses, et puis il va frapper les gosses. Et tu te dis, le père il est détestable. À la fin de la série, c'est presque si tu te dis, non en fait le père c'est un enfant de cœur. Voilà, pour vous dire le retournement de situation, le truc. Alors c'est des gros pavés, ils sont vendus... je sais plus combien, j'ai pas noté le prix, je vous mettrai le prix quelque part en incrustation sur la vidéo. Ils sont vendus un peu cher, après comme vous voyez c'est des gros volumes, il n'y a que 3 gros volumes, c'est double volume, hein, si je dis pas de bêtises. Et sincèrement, c'était une très bonne série. On est dans de l'horreur qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire, avec un virus très bizarre, mais une histoire qui vous prendra aux tripes jusqu'au bout. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, votre avis à leur sujet sans spoil bien évidemment. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez commencé eh bien, au mois de mars et peut-être même du coup au mois d'avril puisque là on est quand même quasiment fin avril. Sur ce, je vous retrouve très vite avec ma vidéo présentation sur To Your Eternity. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures manga. Bye!